un épuisement physique, un épuisement psychologique et un épuisement aussi émotionnel. Et c'est ce qui fait que justement, on tombe dans ce burn-out. Maintenant, on parle du burn-out parental, de cette fatigue, parce qu'il y a un surinvestissement, parce que je veux être la maman parfaite, je veux être le papa parfait, et donc je dois répondre absolument à tous les besoins de mon enfant, à toutes ses exigences et à toutes aussi les exigences de la société. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, bon matin à tous, bon matin, et bon matin, c'est quand Karima Chadibaou est avec nous. Bonjour Karima, bon matin. Bonjour Philippe, bon matin, nos auditeurs et auditrices, quelle joie de vous retrouver. Karima Cette Chadibaou, nouvelle journée. Psychothérapeute, coach parental et familial. Alors vous avez vu qu'on a retrouvé notre studio du mois de Ramadan. Absolument, ça c'est pour nous préparer Philippe. Oui, déjà. Oui, ça arrive vite. Cette année on a drôlement anticipé d'ailleurs. Et franchement... Mais à force d'anticiper, on va finir par être en retard. Non, Philippe, non. Cette année on a pris de bonnes résolutions, on l'a dit. Oui. Hein, on est sur les starting blocks et on va bien préparer de belles surprises pour le Ramadan. Ouais, vous allez faire Soufi mon amour. Ah, vous le dites, ça y est. Ah non, je peux pas le dire. On leur si. dit, monsieur, on leur dit. Si, on leur dit, allez, on leur dit, on va faire Soufi mon amour, des livres Shafaq. Voilà. Bien, l'émission est filmée, je vous le rappelle, donc vous pouvez laisser les commentaires sous les vidéos, vos gentils et méchants messages, mais voilà, mais c'est toujours intéressant de voir comment les auditeurs réagissent. Enfin, si vous avez des questions, sachez qu'on répond à vos messages. Absolument, et puis s'ils veulent aussi qu'on aborde certains thèmes, proposez aussi, hein, on est preneurs. On va parler d'un thème qui passe souvent sous les radars et qu'il faut vraiment prendre au sérieux ce matin, c'est l'épuisement parental. Oui. Alors aujourd'hui, maintenant, on parle de burn-out parental. C'est un phénomène qui est assez courant, mais encore mal connu et reconnu. Et pourtant, c'est un trouble que les parents passent sous silence parce que finalement, ils ont l'impression d'être des mauvais parents. Oui, parce que maintenant, quand on parle d'épuisement, il y a l'épuisement physique. Donc ça veut dire qu'on est fatigué parce que la journée, on prend pas de pause quand on est parent. On dit pas là tiens je vais aller faire ma pause café ou je vais aller faire ma pause dodo ou ma pause. C'est-à-dire qu'on suit le rythme de l'enfant et selon son âge et donc un épuisement physique, un épuisement psychologique et un épuisement aussi émotionnel. Donc ça veut dire quoi ? Tout ce qui est en fait attrait à je vais parler des mamans parce que la plupart du temps c'est surtout l'épuisement des mamans. Même si ça touche à la fois les papas et les mamans. Oui, c'est pour ça qu'on a dit parents, l'épuisement parental. Et il y a maintenant beaucoup plus de papas aussi qui s'engagent dans la vie et dans l'éducation, dans la prise en charge de leurs enfants et qui ont justement ce syndrome aussi déjà du parent parfait. Et c'est ce qui fait que justement on tombe dans ce burn-out. Maintenant, on parle du burn-out parental, de cette fatigue, parce qu'il y a un surinvestissement, parce que je veux être la maman parfaite, je veux être le papa parfait, et donc je dois répondre absolument à tous les besoins de mon enfant, à toutes ses exigences et à toutes aussi les exigences de la société. Parce que quand vous allez sur Instagram ou vous allez sur Facebook, Facebook, c'est un peu nous les vieux, voilà. Mais quand vous allez sur TikTok, par exemple, comme les jeunes, ou que vous alliez sur des magazines aussi, papier. Nous, on va sur TokTok, voilà. Mamie. TokTok, nous, on est sur TokTok. Ma mère, elle appelle Tuk-Tuk. Voyez, mais finalement, le principal, c'est que ça commence par un T. Absolument. Mais c'est vrai que quand on va sur ces fameux réseaux... qu'est-ce qu'on voit ? Une maman parfaite, la taille svelte, comme il faut. Il n'y a aucun stigmate, aucune trace d'une grossesse, aucune trace de cerne sous les yeux parce qu'elle n'a pas dormi, aucune... je veux dire, elle est parfaite, quoi. Et donc, elle n'a pas d'enfant qui pleure, elle n'a pas d'enfant qui se bagarre, qui se dispute, qui se chamaille. On voit pas un salon qui déborde de jouets ou qui déborde de linge ou qui déborde de... Vous savez, le fameux sapin de Noël, là, tous les linges qui s'accumulent, qui font l'arbre à linge. Moi, je l'appelle comme ça. Donc, il y a tout ça. Donc, quand on arrive, il y a une espèce d'injonction de la société à être cette mère parfaite. La mère parfaite, c'est celle qui maîtrise ses enfants, qui subvient aux besoins de ses enfants. Et quand je dis aux besoins physiques, psychologiques et émotionnels. C'est-à-dire qu'elle peut même anticiper les besoins la colère, de ses enfants, voilà. La peine, la tristesse, et en plus elle est parfaite, quoi. C'est-à-dire elle fait des goûters parfaits en plus. Elle fait des goûters parfaits, elle est investie à l'école. Attention, elle fait partie de la fédération de parents d'élèves. Elle assiste à toutes les réunions et en plus elle gâte les maîtresses. Moi j'ai fait partie de ces mamans-là. Philippe, j'ai frôlé
la fatigue émotionnelle, parce que j'avais beau ramer, mes enfants, vous savez, les enfants à cet âge-là, quand ils sont petits, souvent ils sont un peu ingrats. C'est-à-dire avec tout ce que vous faites, vous mettez le paquet pour faire la fête d'anniversaire, vous invitez toutes les copines, vous faites les petites cartes, vous voyez, avec les petits ballons, les petits trucs, et vous les donnez, vous accompagnez votre enfant, et puis la fête passe, et il dit finalement c'était pas si chouette que ça, ou alors qu'il se met à pleurer, vous comprenez pas, avec tout ce que j'ai fait, j'ai sacrifié mon après-midi à m'occuper d'enfants, à moucher des nez, à cajoler celui-là, vous voyez. Et donc, parce qu'il y a cette injonction à être des mères parfaites, d'accord, et comme dirait Winnicott, dans L'enfant et sa famille, d'ailleurs un de ces livres-là, Winnicott, Donald Winnicott, c'est un grand psychanalyste décédé maintenant, qui a fait d'énormes travaux et des avancées sur la psychologie de l'enfant et sur l'enfant et sa famille, et notamment sur le travail des mères, et d'être cette mère qui est suffisamment bonne pour son enfant, c'est-à-dire qu'elle évolue avec son enfant, qu'elle apprend avec son enfant, et qu'elle donne et qu'elle fait de son mieux avec ses enfants. Voilà. Enfin, je vais vous dire un secret, Karima, les enfants sont ingrats. Oui, ça c'est... Bon. À partir du moment où vous avez compris ça, faut pas avoir d'attente. Non, c'est comme ça. Hein. Comme ça. Par définition, les enfants sont ingrats. Non, mais c'est parce que quand on s'investit, je parlais de surinvestissement, on veut tellement leur faire plaisir, tellement que... Et on veut pas avoir des enfants frustrés. La plupart du temps, ils disent, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il ne pleure plus, Je dis, oui, mais un enfant qui ne pleure pas, et un enfant qui n'est pas frustré, ne grandit pas, il ne se structure pas. Sa personnalité ne se structure pas. On a besoin de la frustration. Mais parfois, quand on est un parent victime de surmenage familial, on a honte d'être le parent qu'on est devenu. Oui, c'est ça, en fait, finalement, c'est qu'on se reconnaît plus comme parent et on se fait honte. Absolument. Vous savez, moi, je dis souvent, on sait... la femme que l'on est, ou l'homme que l'on est. Quand on se marie, on découvre le conjoint, femme ou homme, que l'on devient. Et quand on a des enfants, on découvre le parent que l'on devient. C'est-à-dire que c'est une fonction, c'est un rôle qui a ses règles, qui a ses lois, qui a sa qualité de présence, qui a sa manière d'être. Et il n'y a pas une grille qui nous dit, voilà, si tu veux être père ou tu veux être mère, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Et beaucoup de parents attendent en fait une recette. Non, c'est l'enfant qui fait de vous un parent. C'est l'enfant qui fait de vous un parent. Et vous êtes, et je le dis souvent, je le dis aux personnes que j'accompagne, aux familles que je reçois, je leur dis, vous êtes le meilleur parent pour cet enfant et il est le meilleur enfant pour vous. Pourquoi ? Parce qu'il est là, il vous aide aussi à grandir. Il vous aide aussi à découvrir. Il est votre miroir aussi. C'est-à-dire qu'il va vous renvoyer comme un miroir, soit votre beauté, soit votre laideur, ou vos défauts. Et ce n'est pas pour être dans une démarche vindicative ou une démarche de sabotage. J'ai pas encore trouvé le mot exact que je veux vous dire, Philippe, pour bien comprendre et pour bien saisir. C'est dans cette démarche de se dire, de valider en fait un jugement que l'on peut avoir sur soi. Parce qu'on veut faire différemment de nos parents, parce qu'on veut faire différemment de sa copine. Et moi, je me rappelle, je me suis toujours étonnée de voir de certaines de mes amies, quand on était devant la cour, devant la grille pour récupérer nos enfants ou pour les emmener le matin, moi je me dis, alhamdoulilah, heureusement que j'ai une djellaba, quoi. Je mets la djellaba, je portais la djellaba, et j'étais en pyjama en dessous. Et pour moi, parce que j'ai pas le temps de m'habiller, je m'occupe des enfants, j'ai pas le temps de m'habiller. Et quand je voyais des copines, il était 8h02, vous savez, comme les horaires de la SNCF, 8h02, 8h04, en talons aiguilles, prête à aller travailler, maquillée. Je dis, mais à quelle heure elle s'est réveillée, cette dame, pour préparer ses enfants, leur préparer leurs affaires, parce que les enfants, après la classe, ils vont aller... il y a des activités. Oui, il y a des activités, le temps, je ne sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs, l'étape. Le temps, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref. Ou alors ils vont aller au centre de loisirs et donc elle a déjà tout préparé, tout organisé. Et je me disais, comment c'est chez elle, cette dame ? Et je me posais tout le temps la question. Et du coup, ça me renvoyait quoi à moi ? Ma médiocrité. Mais c'est parce que vous vous compariez. Et peut-être que finalement, pour éviter cette forme d'épuisement parental, la première chose, c'est peut-être d'abord d'éviter de se comparer. Ça, c'est clair. D'éviter de se comparer et dire, je fais du mieux que je peux. Je donne le meilleur de moi. D'accord ? Maintenant,
les trucs, parce que c'est ça, nous, les mamans et peut-être même les papas, sont impressionnés par, vous savez, maintenant ils vendent ça, vous trouvez ça dans les grandes boutiques, dans les librairies aussi, le planeur familial. Vous savez, moi, j'avais des post-it sur mon frigo, que des fois je lisais même pas, ou que j'oubliais. Le rendez-vous chez l'orthodontiste, le rendez-vous chez l'ophtalmo, le rendez-vous va récupérer les lunettes qui ont envoyé un texto, va récupérer les lunettes. Non, mais les planeurs, c'est pour ceux qui ont fait la formation de Marie Kondo ou de Fixine, en fait. Ça, c'est dans un monde magique. Oui, mais moi, maintenant, on fait des plannings pour tout. Et je me dis, mais finalement, est-ce qu'on peut aussi planifier ce temps pour soi ? Parce que c'est ça, en fait, l'enjeu. Qu'est-ce qui fait que je vais être épuisée émotionnellement ? Parce que je vais ramer, et quoi que je fasse, c'est jamais... Je suis une insatisfaite. J'y arriverai pas. J'ai l'impression que mes enfants... déjà, on l'a dit, les enfants peuvent être ingrats. Et j'ai l'impression de pas réussir, de pas... Et que la vague, la journée, quand elle arrive, c'est en 24 heures, on va dire sur 12 heures, 14 heures, sur cette journée, comment je vais faire pour prendre le dessus et être cette maman qui maîtrise, cette maman qui gère, cette maman qui a anticipé les besoins de ses enfants, cette maman ou ce papa, d'accord, de cet enfant. C'est ça, en fait, et c'est ça qui nous pousse à l'épuisement, c'est le surinvestissement, ce qu'on appelle le burn-in. Avant le burn-out, il y a le burn-in, c'est-à-dire cette montée en puissance dans le surinvestissement. Parce que le burn-out, si on doit le définir, c'est se consumer, je crois. Oui, c'est du verbe en anglais, brûler, quoi. Brûler. Et le burn-in, comment vous traduisez, Karima ? Alors, c'est le fait, vous savez, c'est comme le feu. Vous savez, le feu quand il démarre. Oui. Et il est là avant de prendre toute sa puissance et d'être rempli de cet oxygène et qui va monter en puissance et puis à un moment donné, paf, tomber. C'est ça, c'est dire, j'en fais pas assez, on se compare à la copine, on se compare, on va faire toutes les réunions de l'école, se couper en 1000 morceaux pour pouvoir satisfaire un peu tout le monde. Et puis si on n'a pas qu'un seul enfant, si on a 2 enfants, 3 enfants, sans parler de l'agenda, on parlait des agendas et des plannings de ministre de votre enfant, parce qu'il faut qu'il fasse du taekwondo, il faut qu'il fasse de la poterie pour éveiller son esprit culturel et artistique. Il faut puisqu'on aille voir la dernière expo de je sais pas qui. Et puis en plus, vous voyez, mais il faut qu'il fasse du sport collectif, parce que comme ça va lui apprendre à être les enfants, ils ont le temps de s'ennuyer un peu ou pas ? Justement, moi je suis pour l'ennui. Parce qu'un enfant qui s'ennuie, c'est un enfant qui est créatif. On parle de l'épuisement parental ce matin avec Karima Chadibaou. Beaucoup de parents ont cette sensation aujourd'hui d'être en pilotage automatique, de ne pas s'en sortir, de ne pas pouvoir tout faire et au final de s'énerver sans raison sur leurs enfants. Mais attention, les enfants n'ont rien à voir avec ça. Absolument. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais oui. Mais vraiment distinguer, séparer les choses. Je veux dire, on parlait de surinvestissement au début de l'émission, ce surinvestissement et puis ce sacrifice de soi-même. Je me sacrifie et on fait payer aux enfants parce que j'aurais bien aimé aller faire un hammam ou j'aurais bien aimé boire un cappuccino avec mes copines ou aller faire un après-midi shopping ou plutôt passer mon temps dans ce musée, voir cette expo que j'ai envie de voir depuis un moment, mais je n'y vais pas. Pourquoi ? Parce que je m'occupe à remplir le planeur de mes enfants. Je m'occupe à... Et donc, je me sacrifie pour eux. Voilà comment on est la Oui, mais Karima, ce fameux pilotage automatique avec des journées qui s'enchaînent, ça commence le lundi, ça finit le dimanche soir, avec ce sentiment finalement de toujours courir après le temps et de ne pas avoir de temps pour soi. On est fatigué et bim, ce sont les enfants qui prennent d'une certaine façon. Mais bien sûr. Quels sont les premiers symptômes de l'épuisement parental ? Parce qu'il y a des parents qui nous écoutent et qui peut-être n'ont pas conscience que c'est une forme d'épuisement et que ça se soigne, ça se prend en charge. Mais bien sûr que ça se prend en charge. Moi, j'en reçois beaucoup. Et dans mes ateliers en guidance parentale, dans les centres sociaux dans lesquels j'interviens le plus souvent, parce que c'est là justement où les personnes ne vont pas en prendre conscience tout de suite et réalisent ensuite quand on travaille sur cette thématique-là et comment sortir de l'épuisement émotionnel, la fatigue émotionnelle. Quand vous avez votre enfant toute la journée, comme vous l'avez dit, H24, toute la journée, la nuit aussi, quand il dort pas, il a fait un cauchemar, vous n'avez pas le temps de vous reposer, il est là, il vous tire, maman, papa, je veux ceci, je veux cela. L'enfant, il n'est pas à mettre en cause, il est comme il est en train de grandir et ils ont besoin d'être entendus dans leurs besoins. Et je suis aussi, moi, un être humain qui a des besoins qui doivent être comblés. Vous savez, moi, je dessine souvent, quand j'explique cette thématique-là aux parents, ce qu'on appelle, c'est une étude canadienne qui a été faite il y a quelques années maintenant, sur les besoins
de l'être et son évolution, la phénoménologie de l'être, son évolution. Je suis d'abord un être humain et je dois répondre à ces besoins d'être humain, besoin de dormir, besoin de respirer, besoin de me reproduire, d'avoir du plaisir, besoin, donc une sexualité épanouie. J'ai besoin de me sentir protégée. Ça, et bien sûr, besoin de dormir et de l'hygiène, de me laver. Combien de mamans ou de papa, j'ai pas eu beaucoup de papas là-dessus, à vrai dire, pour être honnête. Je vous ai dit mais des mamans, parce qu'effectivement les deux parents peuvent être concernés. Voilà, bon, c'est vrai qu'essentiellement la charge, ce qu'on appelle aujourd'hui la charge familiale, la charge oui, la charge mentale. Maintenant, on parle beaucoup de ça. On parle beaucoup. Et on trouve, elle repose sur maman. Et on trouve une maman qui n'a pas pu se prendre une douche, passer la brosse dans ses cheveux. J'ai pas le temps, mes enfants. Il y a une maman qui me disait dans l'atelier. Je peux pas aller faire pipi tranquille. Mais ça, on l'entend souvent. Tout le temps. Je peux même me dit mes besoins d'aller aux toilettes, je ne peux pas. Il est là, il tape, il a peur, il a ceci, il a cela. Je ne mets pas en cause les enfants. Les enfants, ils sont comme ils sont. C'est juste que nous, en tant que parents, vous savez, quand on parlait de l'autorité et des limites que l'on doit poser dans l'autorité, des limites, et d'apprendre aussi à l'enfant que je suis un être humain. Je suis pas une machine distributrice je le dis souvent, même au niveau des câlins. Il y a des enfants qui viennent. Toi, tu es fatigué. T'as la tête, ça, comme dirait ma mère, il est passé là. Il est passé de l'autre là. Alors mais à la radio, ça passe pas. Mais alors, expliquez-le nous, quand même, parce que je sais que vous expliquez très très bien les choses. C'est-à-dire que votre préfrontal, celui qui réfléchit, celui qui dissèque, il est passé dans le cou, il est passé derrière. Et donc, là, on voit mieux. Là, voilà, là, on voit mieux. Et donc, du coup, vous ne le savez plus, c'est-à-dire vous n'arrivez plus à vous repérer. Et votre enfant vient, il dit « Oh, maman, câlin, maman... » Mais toi, t'as pas envie, quoi. T'as pas envie, t'as juste envie de lui dire « Mais laisse-moi tranquille !» Beaucoup de parents le font. Et ce qu'on a à ce moment-là, c'est le sentiment d'être un mauvais parent. Oui, absolument. Et la culpabilité qui nous prend à ce moment-là, donc c'est un des signes aussi. La fatigue, c'est-à-dire quand votre enfant il vient vous voir et que vous avez juste envie de le repousser. Parce que vous dites « Je suis pas disponible ». J'ai pas envie de faire un câlin, je suis énervée, j'ai une tonne de linge à ranger, il n'a pas fait ses devoirs, j'ai eu un mot de la maîtresse dans le livret, qu'est-ce qu'elle me veut encore celle-là? Vous savez, moi je vous raconte vraiment des situations de tous les jours et quotidiennes que j'entends tous les jours. Donc, et vous, il vient, il vous réclame un câlin. Ou il vous réclame une attention particulière. Vous n'êtes pas disponible. Je ne suis pas disponible au niveau de ma tête, je ne suis pas disponible au niveau de mon cœur, je ne suis pas disponible au niveau de mon corps. Mon corps ne me suit plus. Ça, c'est les signes. Et quand vous n'avez plus de goût, vous savez, souvent je parle de goût de saveur, ce goût d'être avec ses enfants. Les Canadiens, moi j'ai beaucoup été formée avec des Canadiens, ils parlent « j'ai le goût d'être avec toi ». C'est-à-dire, j'ai envie d'être avec toi. Quand je suis, ça, ils le disent un peu avec l'accent. Oui, il y avait. Moi, j'ai pas l'accent. Vous faites bien l'accent canadien. Je sais pas le faire. D'avoir le goût d'être avec son enfant, c'est-à-dire que ça a un goût, ça a une odeur, ça a une saveur. Et on sent que ça vient nourrir quelque chose de très profond en nous, voyez. Et donc, on n'a pas envie. Et on se dit non, oh là là, purée, j'ai pas envie d'être là. Non. Vous voyez, ça c'est des signes. Donc, ne pas attendre d'en arriver là. Et de s'occuper de soi. C'est-à-dire, ça c'est le premier outil que je vais partager avec nos auditeurs et auditrices, c'est de faire l'état des lieux, où j'en suis. Émotionnellement, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que je me situe? 10, c'est je suis au bout de ma vie, ça va plus du tout. Et 1, c'est très bien. Donc c'est-à-dire que vous allez évaluer et voir où est-ce que je me trouve, pour pouvoir faire bouger le curseur. D'accord? L'état des lieux. Ensuite, je vais me fixer des objectifs. Les objectifs. Le ménage, c'est pas... Alors moi c'était ça c'était terrible. D'ailleurs, j'en ai encore quelques... Il faudrait que je revoie Marie Kondo. D'accord? C'est les placards, c'est-à-dire que quand je vais ouvrir un placard, je descends le placard. Je sais pas si on dit comme ça en français. Moi, je l'ai traduit littéralement en arabe. Donc, c'est-à-dire que je vide le placard. Et puis après, je dis, ah, mais attends, il y a un autre truc. Est-ce que vous mettez ce qui était en bas en haut et ce qui était haut en bas? Et ça, c'est pas rangé. C'est déplacé. Non, moi, je descends le placard. C'est-à-dire que je le vide et que je pose, j'ai dit, je vais faire du tri et je vais ranger. Donc, du coup, je l'ai vidé, tout est par terre. Et puis, je me dis, ah non, mais attends, il y avait un autre truc. Du coup, je me retrouve dans une autre pièce de la maison. Et bilan des opérations, je me retrouve avec tous les placards vides, d'accord? Mais rien n'est rangé et avec les épaules affaissées, dire, oh purée, pourquoi j'ai fait ça? Et démoralisé et démotivé. Vous voyez? Donc non, c'est-à-dire qu'on va choisir pas, on va prioriser, choisir vos priorités, d'accord? Tout à l'heure, je vous parlais des besoins en tant qu'être humain. Ensuite, j'ai des besoins en tant que femme ou en tant qu'homme. Nos besoins sont différents.
Comment j'exprime, alors ça c'est un autre des sujets qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder une autre fois, mais d'être en tant que femme, c'est quoi mes besoins en tant que femme? D'accord? Tout ce qui est des caractéristiques du féminin, mes besoins en tant qu'homme, caractéristiques du masculin. Puis ensuite, le couple, là-dedans, il est où le couple? Je ne parle pas du couple parental, je parle du couple conjugal. Il est où cette intimité, cette complicité? Elle est où? Comment ça se passe? Donc tout ça, il y a des besoins auxquels il va falloir répondre. Nous ne sommes pas que des parents, ça c'est ce que je dis. Quand on s'imagine être que ce parent, donc on se sacrifie, et tout pour nos enfants, et du coup, je suis où moi? J'existe plus. Je suis la mère, d'accord? Je suis le père, ok? Mais l'être humain, la femme, l'homme, le conjoint, le compagnon, la compagne, ils sont où là-dedans, dans cette histoire? C'est vrai qu'il y a des temps de vie dans l'évolution de la famille où on va mobiliser du temps, de l'énergie sur les enfants parce qu'ils ont besoin d'une attention particulière. Mais à l'intérieur de ça, j'ai besoin de mettre des petits coups des espaces où je vais pouvoir respirer, je vais pouvoir m'occuper de moi, me consacrer à un loisir, à un hobby, avoir une vie sociale. Donc, ce qui veut dire que si on vous écoute, Karima, que ça reste quand même une question d'organisation. Oui, absolument. C'est une question d'organisation et une question de comment je vais organiser, d'organisation, donc mon énergie. Selon l'âge des enfants, selon le temps, si c'est le matin, le midi, quand ils sont à l'école, je suis soit au boulot, quand on est au boulot, c'est sûr que là, à ce moment-là, tout est déjà bien organisé. Mais ensuite, quand je rentre à la maison, après une journée de travail, comment je répartis mon temps? Enfin, il y en a beaucoup qui sont au travail, et pendant qu'ils sont au travail, leur tête est à la maison, ils sont en train de penser aux enfants à les récupérer, aux courses à faire, enfin, vous voyez, oui. Vous pouvez être dans un endroit et votre tête, elle peut être ailleurs. Hein. Ah, mais ça, c'est clair. C'est pour ça qu'il va falloir aussi gérer et, canaliser, je vais dire ça comme ça, canaliser tout ce flux aussi de pensée. Vous savez, moi, j'ai accompagné en coaching, dans le coaching, parce que je fais aussi du coaching de leadership, avec un dirigeant. Et il m'a dit, quand je suis avec mes équipes, ça se passe super bien. Je suis là, présent, alerte, vif. Je peux anticiper. Voilà, il m'a dit, mais dès que j'arrive chez moi, je me transforme. Il me dit, j'arrive pas. Je voudrais avoir la même énergie que j'ai au travail, pouvoir aussi la transférer au moment où je passe le pas de la porte et que mes enfants viennent et se jettent sur moi. Je voudrais avoir la même disponibilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Finalement, quand on n'a pas la même énergie dans son activité professionnelle qu'à la maison? Alors, il y a déjà la question de l'envie et de la motivation. Motivation, moi je dis souvent, c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. C'est motivation, c'est deux mots qui ont été mis ensemble. C'est motif d'action. D'accord? C'est ce qui va me mettre en mouvement. Le F s'est transformé en V. Et action, et on a enlevé le C. Motivation. Donc, le motif d'action, quand je suis avec mes équipes, qu'est-ce qui se passe et qui je suis? Quelle est mon identité de rôle? D'accord? Quand je rentre à la maison, mon identité de rôle se change. Oui. Elle est différente. Je deviens le père. Est-ce que j'ai envie d'être là? Est-ce que j'ai envie de partager avec eux quelque chose? Est-ce que j'ai envie d'écouter leur jérémiade? Est-ce que j'ai envie d'écouter leur réussite? Est-ce que j'ai envie d'écouter ce qui s'est passé à l'école ou ce qui ne s'est pas passé, ou d'écouter les plaintes de mon épouse ou de mon époux? Vous voyez? C'est-à-dire que là, c'est comme s'il y a... Le vêtement est différent, d'accord? Ou le masque, on pourrait parler aussi de masque, est différent. Et comment... Quand on parle de masque, on parle... Oui, de masque, c'est-à-dire au niveau de l'identité sociale. C'est voilà. Quand on est le père d'eux... On a des repères en fait et des représentations que nous avons sur c'est comment être père, et pour moi la représentation par rapport à nos modèles familiaux aussi, modèle de notre propre père, des adultes qui est référent, qui est autour de nous quand on était enfant, c'est comment être père ou comment être mère. Et donc le fait de se référer à ça, c'est ce qui va faire que qui vous êtes aujourd'hui. Alors là, je ne vais pas perdre nos auditeurs et auditrices, Philippe. Non, puisque d'abord, oui. Avant de les perdre, oui. On va faire une page de publicité. D'accord. Et tout à l'heure, on va voir comment justement sortir de cet épuisement parental. On parle de l'épuisement parental ce matin. Et il faut le diagnostiquer parce que ça ne va pas s'arranger comme par magie. Ça, c'est important de voir que ça se prend en charge. Je vous invite à regarder la vidéo qu'on a fait il y a une dizaine de jours avec Sixtine Thomas Richard, qui est la Marie
condo Oui. française Oui. sur l'organisation. Oui, mais je vais regarder parce que j'ai besoin de modéliser un petit peu personnellement. Les chemises, le quart d'heure Le par quart jour pour faire le ménage. Ouais, la méthode de Fly Lady. Après vous avez deux assistants qui gèrent à plein temps vos pièces. Oh, Philippe, ça, j'étais sûre qu'il allait. Vos colliers, vos bougies, bon, ça c'est autre chose. Mais c'est pas juste de dire ça, Philippe. C'est pas gentil. C'est pas vrai ? Non. Vous gérez tout. Je suis sûr que la seule chose qui est super bien rangée, je suis sûr que c'est les pierres. Alors là, il doit y avoir des petits sacs pour chaque pierre, j'en suis sûr. Faut pas dire ça, Non, Philippe. non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si, je suis sûr que oui. Si, ça, je suis sûr que ça, c'est. Bah, venez voir mon dressing. Par couleur. Je suis sûr qu'en plus que ça va être par couleur, par saison, par couleur, par saison et par. J'aimerais bien faire avoir le même ordre dans mes vêtements, mes chemises, mes chemisiers, mes pantalons. Malheureusement, c'est pas le cas. Et c'est pas vrai. J'ai pas d'assistante. Je suis toute seule. Toute seule. Bon, d'accord, c'est comme bon. une grande. Je suis fier de vous. Voilà, merci. Sauf qu'il y a un ordinateur, il y a un programme spécial qui gère la rotation des pierres. On parle de cet épuisement parental, pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il y a aussi une question de saison, et c'est vrai qu'en début d'année, alors tout le monde est fatigué, tout le monde a l'impression de ne pas s'en sortir et d'être épuisé. Oui, bah c'est la question des saisons, vous l'avez dit, l'automne, là on est en plein hiver, donc oui, il y a ça aussi, il faut tenir compte aussi de nos besoins physiologiques, on en a parlé tout à l'heure, donc on ne va pas avoir la même énergie que quand c'est le printemps, que c'est le début de l'été ou quand on est en train de préparer nos vacances parce que c'est quelque chose d'agréable et quelque chose de sympa. Enfin, ça va dépendre dans les familles parce que quand on a plusieurs destinations, par exemple, chaque membre de la famille qui choisit où est-ce qu'il veut aller, il faut réussir à créer l'unité. D'accord ? Donc, il va falloir... on a parlé de la fatigue physique, les signes. Il y a aussi la fatigue émotionnelle, parce que on en a parlé déjà, mais souvent, du manque de soutien émotionnel. C'est-à-dire, par exemple, je vais donner un exemple d'une maman qui m'avait dit, voilà, moi j'y arrive pas, pourtant j'ai que 2 enfants, et ma mère, elle arrête pas de me dire, ah bah attends, t'en as que 2, comment on faisait, nous ? 2 étaient dépassés. Exactement. Ouais. Et donc, on vient rajouter une couche de culpabilité un peu en plus, que regarde, ta mère, elle s'y prend mieux que toi. Et toi qui voulais faire différent de ta mère, du coup, ça marche pas. D'accord ? Et donc, de cette culpabilité de mal faire les choses, de ne pas savoir, de ne pas avoir l'émotion juste. L'émotion juste par rapport à telle ou telle situation. Et donc ça vient rajouter aussi, parce que ça nous fatigue. Et on essaye de faire des tentatives de solutions, à se dire comment je pourrais faire Et encore, on se dit même pas comment je pourrais faire différemment, parce que là encore, on serait vraiment vers la résolution de problème. Mais de dire, mais comment je peux faire mieux en faisant encore plus de la même chose. Vous connaissez cet adage, Donc, de continuer. Ça ne fonctionne pas. Non, on sait que c'est voué à l'échec. Exactement. Donc, du coup... cesser ce comportement-là et de s'écouter. Je m'écoute. Est-ce que j'ai des amis qui écoutent mon besoin et qui sont vraiment dans cette écoute empathique ? J'ai la tête sous l'eau, ou bien je vais avoir soit mes copines, mes amis, ou les personnes auprès desquelles je vais aller me confier, elles vont rajouter, me faire culpabiliser, dire ah ben non, moi je m'en sors bien, mais comment tu fais, mais c'est comment, elle va essayer de vous aider, mais malheureusement elle s'y prend mal. Pourquoi ? Parce que soit elle vous prend en pitié, soit elle va être dans une espèce de mentalité supérieure, j'appelle ça comme ça, de qu'elle a compris, elle sait comment faire, mais vous n'avez pas les bons codes et pas la bonne manière. Alors comment reconnaître, Karima, qu'on ne s'en sort plus dans son rôle de parent et qu'on a besoin d'aide ? Parce que souvent, soi-même, on n'est même plus à la suffisamment bonne distance pour s'en rendre compte. Alors, il y a déjà un signe qui, pour moi, est fondamental. Et là, il faut allumer les warnings, et l'alerte rouge, pour moi, c'est quand vous voyez que vous commencez à devenir violent. Vous ne supportez plus cette frustration, en fait, de ne pas pouvoir, par exemple, vous avez décidé de prendre un bain, et vous dites, ça fait longtemps que vous n'avez pas pris un bain, vous allumez vos bougies, vous mettez des huiles essentielles, vous décidez de faire un masque à la terre de la mer morte, par exemple, je sais pas, je fais pas jamais de masque, donc j'imagine que ça doit être des trucs comme ça. Non, mais si vous voulez le faire à la terre, non, ne me demandez pas à moi. Non, je vous demande de me dire. Mais si vous prenez la terre de la mer morte, il y a peut-être des gens qui vont dire, tiens, on va essayer. Non, je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Si après ils ont des boutons, on va avoir des plaintes au service après-vente. Non.
Philippe. Je ne prends pas cette responsabilité. Donc, pas de masque, des huiles essentielles, des huiles essentielles, des bougies, des machins, tout ce qui va être, pour le bien-être. Et puis, à ce moment-là, vous rentrez à peine dans le bain et puis il y a votre petit qui arrive, maman, ils se sont disputés, ils sont machin. Et vous commencez à hurler ou à crier, c'est pas possible, vous sortez du bain finalement, vous avez mis de l'eau partout, et puis du coup vous n'avez pas profité de cet instant pour vous et avec vous-même, d'accord ? Et vous voyez que vous allez commencer à punir les enfants, à devenir... parce qu'il y a cette frustration en fait de pas pouvoir faire ce que j'aime, quoi. Être avec moi-même. À quel moment je suis avec moi-même ? Comme dirait ma mère, à quel moment je m'écoute penser ? Elle dit, j'ai tellement débordé que j'arrive même pas à m'écouter penser. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, à ce moment-là, pour moi, c'est les warnings. Dès que vous pensez, vous commencez à avoir des attitudes d'agressivité, des attitudes de violent, là, il faut dire hop, ça va pas. Ça va pas. Vous prenez votre enfant, vous le bousculez, vous l'isolez, vous faites des choses. En fait, et vous ne vous reconnaissez pas. Et souvent, c'est ce que me disent beaucoup de mamans, me disent, mais je me reconnais pas, je suis sortie de moi, je suis hors de moi. Et souvent, nous, on le dit ici, si tu es hors de toi, qui est là ? Qui est là à ce moment-là ? Si toi, tu n'es plus là, qui est là ? Avec qui interagit avec ton enfant ? Vous voyez, pour moi, c'est un des principaux facteurs quand la violence, c'est l'alerte. Pour moi, c'est l'alerte. Ça veut dire qu'il faut aller demander de l'aide. Alors, comment on sort de cet épuisement parental ? Alors, on l'a dit, l'état des lieux au départ. Je me fixe des objectifs, je fixe des priorités, j'organise ma vie de famille, le planning. D'accord ? Je vais avancer, alors ça va vous sembler un peu bateau, parce que finalement, pour sortir de là, c'est pas très compliqué, mais mettre des objectifs réalistes et réalisables. D'accord ? Réalistes, par rapport à ma situation, à taille humaine, que ça me corresponde. Réalisable, c'est-à-dire que je mette pas, que je peux mettre des paliers pour y arriver à ce que je veux. Par exemple, si je suis avec des enfants de 3 ans et je veux qu'ils apprennent, qu'ils soient autonomes, l'autonomie, elle s'acquiert pas toute seule. Il faut que je fasse avec lui et que je lui donne des petits challenges et que je lui dis par exemple les devoirs aussi, où il veut que vous restiez à côté de lui, collé à lui. On avait parlé une fois, vous vous souvenez, de la méthode Pomodoro, les tomates, où on va mettre un timer, où on va lui dire, pendant ces 10 minutes-là, tu vas travailler tout seul. Maman est juste là dans la cuisine, ou elle est dans le salon, ou elle est sur son ordinateur en train de travailler, ou en train de ranger un placard, ou en train de parler avec sa copine ou de prendre un bain. Elle va choisir son activité, mais simplement l'amener, en fait. C'est-à-dire, vous allez choisir vos batailles. Choisir vos batailles. Ça me rappelle un sketch, Philippe. Moi j'avais rigolé parce que je m'étais tellement reconnue là-dedans avec, comment elle s'appelle, Florence Foresti, quand elle amène sa gamine qui veut d'abord à la maison les céréales, il n'y a plus de céréales, elle est au bout de sa vie. Mais j'adore ce sketch parce que c'est moi, quoi. Je dis, mais elle parle de moi. Et elle arrive et puis il y a l'autre maman tiré à 4 épingles, magnifique, brochingé, le visage frais, et en plus qui est à l'écoute de ses enfants, qui anticipe le moindre besoin, et qui arrive au bout de l'école, elle arrive en retard d'abord, et puis elle donne son enfant, quoi. Elle lui dit, allez, gardez-le, enfin je vais pouvoir respirer. Mais quand elle arrive à la maison, qu'elle se rend compte de tout ce qu'elle a à faire, ranger les champs, trier les jouets, bref, beaucoup de choses. Et de se dire, je vais choisir mes batailles, je sors de la comparaison, d'accord ? Il n'y a que moi qui connais mon contexte. Les autres ne connaissent pas mon contexte. Donc, et comme dirait un grand cher que j'apprécie beaucoup, qui disait, toi seul connais ton contexte, alors écris le meilleur texte. C'est vous le scénariste de votre vie. C'est un grand cher qui a dit ça. Oui, un grand cher. C'est cher comment ? C'est je vais dire son nom. Allez, c'est le Cheikh Hamdi Ben Issa, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il écrit. Je trouve qu'il est vraiment très, très ouvert et d'une grande spiritualité et très, très inspirant. Ça semble un peu bateau ce que je dis. Mais voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir le rencontrer. De la journée, ça. Et vraiment, cette phrase, j'ai trouvé magnifique. Je l'ai notée, je l'ai mise dans mon journal. En ce moment, à chaque nouvelle période, j'écris un journal, voilà, personnel. Et je l'ai mise, cette phrase. C'est toi qui connais ton contexte. Donc écris le meilleur texte. C'est toi moi j'ai rajouté, je suis le scénariste de ma vie, donc j'écris. Faudra déposer, on va faire des t-shirts avec. Oh Philippe, faut moquer de moi là. Non, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui vous avez vu que toutes les punchlines on les retrouve en t-shirt, voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de dire aux mamans. Et puis c'est pas une fatalité.
vous faites de votre mieux. D'accord, et souvent on dit le meilleur est l'ennemi du bien. Hein. Donc, est-ce que vous êtes l'optimum? C'est mieux d'être dans l'optimisation que dans la perfection. D'accord. La perfection, de toute façon, elle n'existe pas et on n'y arrivera jamais. De toute façon. D'accord. Donc, je fais de mon mieux, je donne le meilleur de moi, je priorise et je choisis mes batailles et je m'occupe de moi. Moi. C'est un égoïsme sain. Et c'est même pas de l'égoïsme, c'est au contraire. Comment vouloir s'occuper des autres quand on s'occupe pas de soi? C'est clair. C'est la base. Hein. C'est la base. Donc, pour pouvoir me recharger, me régénérer, me ressourcer et faire des choses qui me plaisent. Et accepter de se faire aider quand même. Bien sûr, oui, Philippe, bien sûr. Non, il faut accepter. Il faut accepter de se faire aider. Parfois, on en a besoin. Oui, de se faire aider. Ça, c'est quand si on va aller dans l'alcôve chez le psychothérapeute ou le psychologue ou le conseiller. D'accord. Mais il y a aussi de se faire aider, de parler aussi avec des amis. C'est-à-dire aller dans un groupe de parole, dans un groupe de soutien, un groupe d'entraide. Et vous allez voir que vous n'êtes pas la seule ou le seul à vivre ça. Moi, beaucoup, quand ils finissent, ils disent, oh là là, qu'est-ce que je suis soulagée. Je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à être comme ça. Bah oui. Mais souvent, qu'est-ce qui fait que ça vient amplifier la problématique et la difficulté et la fatigue? La rumination, et de dire, je suis la dernière des dernières, je suis pire que tout, je suis la plus nulle des mamans qui existent sur cette planète. Voyez? Karima Cheli Baou, la meilleure des thérapeutes sur Beurre FM le mercredi. Vous réécoutez cette émission en podcast qui se réécoute très bien et vous la voyez sur notre chaîne YouTube. Karima, à mercredi. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.